peux aussi dire que bonsoir tout le monde. J'espère pouvoir être à la hauteur pour vous. J'ai commencé à 15 ans, mais je pourrais dire que c'est une histoire de famille. Parce que je suis d'une famille, je suis issue du Bas-Congo. Et comme vous savez tous, les Bas-Congo sont les gens, les terriens. Ce sont les gens qui cultivent la terre. Et dès le bas âge, on nous apprend à faire de l'entrepreneuriat, le commerce d'abord pour commencer. Et donc j'ai un grand-père qui a commencé très jeune, à 17 ans, en vendant de la chipotle au Bas-Congo et qui par la suite est devenu un grand entrepreneur. Et ensuite, ça m'est suivi avec ma famille, mes oncles, et je suis l'aîné des petits-enfants qui a commencé avec l'entrepreneuriat. Vos études à l'étranger, Afrique du Sud, États-Unis, vous faites un peu le tour du monde par là. Mais pourquoi revenir? J'ai été élevée dans une famille où les valeurs sont très importantes. Et pour ma famille, c'était très important. Vous partez à l'étranger, mais vous devez revenir. Et de toute façon, dans ma tête, c'était hors de question de pouvoir partir parce que partir, c'était beaucoup plus acquérir une certaine connaissance et ensuite revenir. Donc, c'était clair dans ma tête que je partais pour un temps et puis je rentrais. Et donc, mais comme j'avais déjà ce côté entrepreneuriat, parce que je commençais à 15 ans, en fait, ce que je faisais quand j'allais à l'école, je suis très forte dans tout ce qui est pâtisserie. Et donc, pendant que j'allais à l'école, je faisais des gaufres et des cakes à la maison que je vendais à mes amis à l'école. Et comme généralement les parents donnent des fonds aux enfants à acheter des trucs, et moi j'avais toutes les copines qui venaient dans ma classe pour acheter des gaufres, des cakes. Et puis finalement, à partir de 16 ans, lorsqu'il y avait des anniversaires de mes copines, les parents demandaient, non, demandaient à Patricia de faire un gâteau. Demandaient à Patricia, c'est comme ça. Donc à 16 ans, 17 ans, j'ai commencé, je gagnais $25 par mois. Il faut dire que mes parents m'ont adulé. Et puis par la suite, quand j'ai terminé avec mes études de droit, c'est en ce moment que, en fait, moi j'ai décidé plutôt de partir parce qu'en fait, chaque fois que les gens disaient à mon père, revenez à nous, vous devez la laisser partir, il faut qu'elle y aille. Et je pense que si mon père a accepté de partir, c'était beaucoup plus pour pouvoir faire un troisième cycle. Et aussi, surtout pour parfaire l'anglais. Parce que je me disais, bon, c'est vrai que ça se passe bien à l'université, j'ai eu des bons résultats, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Je me disais que si je dépassais la barrière de la langue, alors je pourrais faire tout ce que je voudrais. Parce qu'à un moment donné, si je parle que français, je serais limitée. Même si je rencontrais les grands hommes, ça allait être beaucoup plus compliqué de pouvoir... j'ai perdu, j'ai décidé de rentrer. Je suis restée 6 mois en revenant tous les 2 mois et puis j'ai commencé à travailler pour des gens. Je travaillais pour une multinationale dans la publicité et puis ensuite de là, ils m'ont renvoyé au Sénégal en expatriation. Je suis restée 4 ans et puis je suis revenue en 2007 et je suis repartie à Brazzaville pour un autre client et finalement c'est en 2008 que j'ai décidé de rentrer définitivement. Et je me disais, je vais attendre, mais en même temps je suis aussi une femme de foi, je suis une personne qui est la foi vraiment dans tout ce que je fais. Et en 2008, mai 2008, j'avais fait un rêve où dans le rêve on me dit, oui, j'avais fait un rêve on me disait dans le rêve, mettez-vous dans le marketing, vous allez voir ce qui va arriver. Et c'est comme ça que j'ai décidé, je me suis dit, bon, de toute manière, je rentre. Et donc je suis rentrée. Je continuais à travailler pour la société pour laquelle je travaillais, mais j'arrivais plus à aller travailler. Quelque chose manquait en moi. Je me disais non, il faut que je me lance, il faut que je me lance. Et puis j'ai fait ce qu'on appelle le saut de la foi et je suis partie. Mais bien sûr, le début a été très difficile, mais enfin, voilà. Et après arrive l'aventure YALI, on va dire Young African Leaders Initiative, que commence le gouvernement américain. Comment vous vous retrouvez? Qui me dit écoute, il y a UCAID qui m'a envoyé un mail en disant qu'ils ont besoin des CV des jeunes femmes, des jeunes Congolais. Je lui ai dit mais j'ai pas le temps, je suis en route dans l'aéroport. Il m'a dit oui mais refais ton CV. Et ça faisait longtemps que j'avais plus fait mon CV. Je lui ai dit écoute, quand j'atterris, je vais à l'hôtel, je refais le CV. Il me dit il faut le faire en anglais. Alors je renvoie et puis il me dit on était à 200. Donc je renvoie le CV et puis on me rappelle, on m'envoie sur le CV. Et donc je reprends l'avion, je reviens sur Kinshasa et je vais passer mon interview à l'USAID. Et ils m'ont dit, bon voilà, on a décidé de retenir votre candidature, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Washington. Et c'est comme ça qu'ils ont envoyé les CV de toutes ces personnes à Washington. Donc en fait, au départ, on était à plusieurs. Finalement, il n'y avait que 200 CV qu'il fallait envoyer à Washington. Et puis quand ils ont envoyé le CV à Washington, on m'a appelé. Donc en fait, l'aventure a commencé, je pourrais dire, au mois de novembre 2011. Et c'est au mois de mars
qu'on m'appellera pour me dire voilà, vous avez été retenu, mais bon, il faut passer le test. Donc je suis allée et là, lorsque avec l'ambassade des États-Unis, l'ambassade me dira bon voilà, vous devez vous préparer parce qu'il faut partir à Washington et ensuite vous devez choisir une ville où on va vous former pour devenir leader. Et donc on est parti, et c'est comme ça que on a atterri à Washington. Et donc pendant une semaine, de lundi à vendredi, on a eu cette conférence donc avec d'abord Madame Hillary, et puis ensuite lui-même le président Obama, et de là, on nous a envoyé. Moi je suis allée dans une ville, et je me rappelle, je disais, on m'a envoyé dans une ville très éloignée des États-Unis, c'était à Ohio, à Cincinnati. Je me dis, qu'est-ce que je vais aller faire dans une ville? D'autres personnes étaient parties à New York, Miami. Je me disais, qu'est-ce que je vais aller faire dans une petite ville? Mais en fait, ça a été, comme on dit, Dieu ne fait jamais les choses au hasard, parce qu'en fait, finalement, déjà avant que je sois choisie, ce qui a fait que je puisse être choisie, c'est parce que dans le programme, lors de la sélection, il fallait travailler sur un projet qui allait changer l'avenir de la jeunesse, soit de la jeunesse ou même des femmes. Et moi, j'avais travaillé à l'époque, en fait 2 ans avant, j'avais travaillé sur un projet qui était Femmes d'avenir. Femmes d'avenir, c'est un projet fait sur la microcrédit. C'était de pouvoir donner des financements à des femmes pour pouvoir réaliser leurs rêves. Parce qu'en fait, j'avais fait une analyse lorsque j'ai lancé ma société, c'est que les banques ne donnent pas l'argent aux pauvres. D'abord, ne donnent pas l'argent, même si tu as l'aspect de quelqu'un qui a des moyens, ils ne vont jamais le donner parce qu'ils ont besoin que tu aies une maison, que tu hypothèques une maison ou que tu aies des acquis. Et donc, par rapport à cela, je me suis dit, et je voyais en quel point, personnellement, cette foi que j'avais dans les affaires, mais qui était limitée, j'étais limitée parce que les banques disaient, oui, mais madame qui dit que ça va marcher, on ne vous croit pas. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui va permettre, qui va faire que je vais aider les femmes. C'est-à-dire que ça serait leur parole qui va compter. Après, je me disais, même s'il arrivait qu'elles partent avec l'argent, c'est moi, je leur donnais la chance. Donc, je ne vais pas demander des garanties, mais je vais croire en elles. Parce que je dis toujours, le plus grand succès ou la clé de la réussite, c'est lorsque vous trouvez des gens qui croient en vous. Parce que vous pouvez avoir des grands projets. Regardez même à la maison, un enfant dont les parents disent « Ah, toi tu n'iras pas loin, de toute façon toi et tout », vous allez voir que cet enfant ne va pas non plus se donner, parce que de toute façon mon père ne croit pas en moi. Mais lorsque vous voyez un enfant, son père, même quand il fait des bêtises, ou il travaille mal, il dit « Je sais que tu es capable de faire ça, pourquoi tu échoues? Tu peux travailler. » Cet enfant, rien que le regard de son père, il va dire « Non, je ne veux pas décevoir mon père, il faut que je puisse bien travailler. » Et je me suis dit, il faut que je puisse m'investir sur des personnes. Et s'investir, ça veut dire croire en elles, au-delà de tout, et ne pas les juger, ne pas regarder leur compte en banque, ne pas regarder leur truc, mais regarder la volonté qu'elles vont avoir. Parce qu'avec la volonté, vous pouvez déplacer les montagnes. Avec la volonté, vous pouvez tout faire. Parce qu'il y a des gens qui ont des millions, mais ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas les idées pour pouvoir se surpasser. Et moi, je me suis dit, je vais faire dans le programme, c'était, je rencontre des femmes, je discute avec elles. Vous savez voir la passion qui anime une femme ou un homme qui a des projets qui veulent aller loin. La personne, il y a quelque chose qui est là dans son cœur en disant je dois y arriver, je vais y arriver. Et généralement, si j'étais une banque, c'est ces genres de personnes que je vais croire. J'ai dit, tu n'as rien, mais je veux croire en toi, je te donne. Et normalement, vous créez en cette personne un sentiment de ne jamais vous décevoir. Quand vous laissez un enfant dire, on sort, mais rentre à 23, mon père m'a dit de rentrer tout. Mais même quand beaucoup parlé avec ces personnes, et donc dans mon projet, c'était ça, c'était sélectionner des femmes qui ont des super idées, leur donner des financements, parce que finalement, elles vont se limiter. Et quand j'ai expliqué au fait le business plan, et quand ils ont vu ça, et normalement, en fait, dans le Young African Leader, quand un leader, en fait, c'est une personne qui se soucie de sa communauté. C'est une personne qui a de la compassion, c'est une personne qui a de l'intégrité, c'est une personne qui sait partager son amour autour d'elle. Et justement, eux, c'est ce qu'ils avaient retenu en disant, bon voilà, le projet ne concerne pas, parce qu'en fait, c'est un risque, c'est-à-dire que je mettais mon argent sur un plateau donné aux personnes que je ne connaissais pas. Ils ont dit, ben voilà, au fait, c'était ça, c'était même pas par rapport à mes diplômes, ce n'était pas par rapport à ce que je suis, mais c'était juste par rapport au projet. Et alors, c'est comme ça que quand ils m'ont enseigné, ils ont choisi la ville où je devais aller passer ma formation, tout ce qui est microcrédit, banque, assurance. C'est là où je suis partie au fait, faire ma formation. Et aussi parce qu'en même temps, il y avait un grand forum sur Agora, sur les affaires, le business entre l'Afrique et l'Amérique. Et c'était pour me faire rencontrer les bailleurs de fonds. Et donc,
donc ils m'ont envoyé. Donc, et pourtant, quand je suis arrivée, moi je me disais, je vais aller à New York, Los Angeles, et quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que c'est là où je devais être. Comme on dit, la volonté de Dieu ne vous amènera jamais là où sa grâce ne vous protégera. Et pour moi, c'était important. Enfin, c'est là où j'ai réalisé que c'est là où je devais être, parce que ça en a suivi beaucoup d'autres, des grandes ouvertures à partir en fait, de cette école. Parce qu'une fois arrivé dans cette école, ils ont pris mon projet, ils ont dit, c'est un super projet, mais il faut qu'on puisse faire une étude à fond pour pouvoir trouver vraiment des bailleurs de fonds. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont choisi 5 facultés, donc 3 facultés et 5 étudiants de chaque faculté pour pouvoir travailler. Et c'était leur mémoire de fin d'études, de mémoire de MBA. Et au fait, ces étudiants et les professeurs se sont basés sur le cas de la microcrédit au Congo. On a essayé d'étudier pourquoi est-ce que les autres microcrédits ne marchent pas au Congo. Comment est-ce qu'on pouvait contourner les difficultés, comment est-ce que, parce que là, on ne demanderait pas d'hypothéquer, on ne demande pas des garanties pour donner de l'argent. Mais comment faire pour pouvoir permettre à ces femmes de ne pas de nous retourner de l'argent que nous allons leur donner. Et alors, dans ce cas de cela, on a fait une étude, on s'est dit, il y a 2 choses qui font que les femmes, lorsqu'elles sont dans les affaires, qu'elles puissent tomber. Quand elles font faillite, généralement, c'est la maladie. Et puis, généralement aussi par rapport aux études des enfants. Parce que quand une femme qui a de l'argent, même si elle a $10 000 de fonds de commerce, son enfant est mourant, elle va prendre l'argent, elle va mettre. Donc on s'est dit, il faut créer, pour toutes les femmes qui avaient bénéficié de ces fonds, il fallait créer, on fait des conventions maladie. D'office, dans l'argent qu'on leur donne, on les oblige à avoir une convention dédiée, parce que certaines aussi, c'était surtout les femmes mariées, dont les hommes ne soient pas offusqués. C'est qu'au fait, généralement, les femmes mariées qui... quand le mari a souvent des problèmes de dire « oui, mais tu fais des affaires, donne-moi l'argent ». Et comme nous, en Afrique, on a reçu cette éducation que l'homme, c'est le chef de la famille, il faut le respecter. La femme a peur de perdre son foyer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne au mari. Et généralement, certains maris oublient au fait les sacrifices que la femme a eu à faire pour pouvoir y arriver. Et bon, ils vont utiliser, quand la femme va chez son mari, « bon, chérie, tu peux me rendre l'argent. Qu'est-ce que tu crois? Et tout ce que je paye, c'est quoi ?» Et alors, elles sont frustrées. Et c'est comme ça qu'elle tombe. Si vous regardez vraiment les causes dans lesquelles on avait étudié, c'était ça les causes. Donc on s'est dit, voir comment remédier et surtout sensibiliser les maris à s'associer avec leurs femmes pour pouvoir faire grandir les affaires de trucs. Parce que bon, la femme, elle est très dynamique, les hommes sont beaucoup plus bureaucratiques, mais la femme, elle n'a pas peur d'aller mettre ses mains dans la boue pour pouvoir gagner de l'argent. On le voit déjà quand on voit les mamans maraîchères qui se réveillent à 4 heures pour aller récolter des légumes, ou même les femmes qui vont chercher du pain. Elles se réveillent très tard, très tôt la nuit pour aller chercher du pain, pour aller vendre. Donc il y a ce côté de cette détermination qu'elles ont de pouvoir aller vraiment de l'avant. Donc c'était ça. Et une fois qu'on a fait cette étude, c'est comme ça on est parti à Chicago pour recevoir en fait des diplômes avec le président et le département d'État. Et par la suite, je suis rentrée au pays. Vous avez déjà mis en place le programme? Oui, on a déjà. Ça s'appelle le fait Femmes d'avenir. D'ailleurs là, du 12 au 15 mars, on a un grand forum sur le leadership au Congo, qui va être fait avec la ministre du genre et enfin, sur le patronage du ministère du genre et famille. Puis ça a été aussi ambassade des États-Unis, Banque mondiale. Parce que le truc, c'est que la Banque mondiale a été très intéressée par le projet. En fait, le projet a pris de l'ampleur parce qu'au départ, c'était un petit projet. Et personnellement, je ne voulais pas me mettre en avant. Pour moi, je cherchais quelqu'un qui allait récupérer ce projet pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, je me suis quand même approchée des organismes internationaux en disant je ne pourrais pas le supporter. Même si mon rêve, c'est d'avoir un jour une banque pour aider les femmes, mais dans le truc, c'est de faire une banque pour les femmes. Parce qu'il n'y a pas de banque pour les femmes. On a vu, au fait, quand vous regardez en Bangladesh, il y a le docteur Yunus Mohamed qui a été le premier à avoir créé la banque pour les femmes, une banque de crédit pour les femmes, qui a permis à diminuer le taux de chômage au Bangladesh et même le taux de pauvreté. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était la femme qui nourrissait son foyer. Parce que même quand le mari lui donne l'argent à la fin du mois, elle sait comment tout faire pour pouvoir arriver jusqu'à la fin du mois. Donc c'est comme ça qu'il avait lancé le truc. Et le modèle que j'ai pu faire, c'était la même chose. Je voulais me baser sur le Grammy Bank et faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis bon, pour l'instant, on s'est dit, on se focalise sur une segmentation des femmes. Et puis par la suite, maintenant, on va voir comment on sépare là où Dieu conduira les choses. Mais bon, notre objectif, c'est sûr, dans les 4 ans à venir, c'est de pouvoir avoir une banque pour les femmes. Les élites de demain, parce qu'on se dit que la jeunesse est l'avenir du pays. Okay? Parce que
comment c'était parfois nous-mêmes entre Congolais, on dit oh, notre génération est pourrie. Et on s'est dit qu'il faut prendre cette nouvelle génération qui est cette génération qui a envie d'apprendre, parce qu'aujourd'hui avec l'internet, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de choses qui permettent que même quand vous regardez, il y a des gens, des enfants surtout qui ne sont jamais partis à l'étranger, ne sont jamais sortis, mais ils vont s'habiller comme s'ils vivaient plus mieux que les Américains. Parce que bon, ceux qui vont beaucoup aux États-Unis vont se dire que les Américains ne s'habillent pas bien. C'est beaucoup plus les stars qu'on voit à la télé. Bon, ça, ce sont des stars, mais les vrais. Mais quand vous regardez la Congolaise ou le Congolais, il sort, tu dis, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il est allé trouver? Parfois, tu dis, tiens, j'aime bien son coach. Tu vas lui demander où est-ce qu'il va te dire. Ah non, je rachète le prix. On va prendre cette jeunesse, les pousser à penser différemment. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde notre jeunesse, c'est vraiment, il y a une dépravation des mœurs, c'est toujours la musique, les vêtements, les sorties, mais il n'y a pas ce côté de leadership. Le leadership où tu donnes, tu dis, voilà, je vais moi-même être. Quand on parle de leadership, par moment, on se dit, tout le monde dit, moi je suis manager. Mais au fait, un manager, généralement, c'est une personne qui dit, vas-y, et il s'assied, le patron, il s'assied. Un leader, c'est quelqu'un qui dit, on y va ensemble. C'est quelqu'un qui aime toujours travailler en équipe. Et vous regardez bien le problème qu'on a souvent, je vais revenir à votre question, mais c'est pour expliquer le contexte. Le problème qu'on a souvent de rester patron, il veut rester, c'est moi le chef, tu fais ceci, tu ne discutes pas. Et généralement, si vous regardez les personnes qui démissionnent, s'il y a un problème il y a ce sentiment de frustration. J'ai envie de faire, mais on me bloque et tout, mon manager ne veut pas que je fasse ceci. Or, un leader, c'est quelqu'un qui laisse son équipe prendre des initiatives. C'est quelqu'un qui pousse son équipe à se surpasser, à se dépasser et qui dit, voilà, qu'est-ce que tu as proposé? Quand quelqu'un, moi je fais ça au bureau, quelqu'un vient, oui, il se passe ça et tout, je dis, oui, d'accord, il y a la solution. Ne viens pas chercher la solution, viens me proposer des solutions. Si elles ne sont pas bonnes, je peux te dire non, je peux t'orienter. Mais au départ, il faudrait que tu aies ta propre solution. Et c'est comme ça que tu formes des leaders. Parce que sinon, un manager, il s'assied, quand je fais le leader, il va dire, ah bon, tu ne sais pas monter le podium? Ok, viens, on va monter ensemble. Et quand, généralement, dans l'équipe te voit en train de mettre la main dans la boue, elle est beaucoup plus encrintée à le faire comme toi. Elle se dit, ah, mais mon patron est en train de faire ça. Parce que tu vas montrer, vous savez, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, je vais toujours travailler. Si vous êtes là, nous devons travailler ensemble. Mais si on se comporte et c'est ça l'une des choses qui fait qu'on n'avance pas, par exemple ici chez nous, c'est parce que tout le monde veut être patron. Il n'y a personne, vous allez travailler avec les gens, je suis entrepreneur, je gère des sociétés, mais vous allez voir, vous allez même prendre des personnes qui viennent travailler avec vous, au bout de 6 mois, 1 année, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ah non, moi aussi je connais, je vais monter. Mais ils ne savent pas les difficultés dans lesquelles vous êtes passé. Et donc par rapport à ça, je me suis dit, il faut former les jeunes. Il faut les fermer plus tôt, mais une fois de plus, moi, je suis une personne, je me soucie beaucoup du sort des autres. D'ailleurs, raison pour laquelle je suis allée faire le droit. Parce que je me rappelle quand j'étais petite, je disais toujours à mon père, je vais faire le droit pour défendre le droit des opprimés. Parce que je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas la méchanceté gratuite. Je ne supporte pas que les gens qui mettent des bâtons dans les roues des autres pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ils sont prêts à marcher sur leur cadavre pour y arriver. Non, c'est la raison pour laquelle je suis allée faire le droit. Même si aujourd'hui je n'évolue pas dans ce domaine. Et alors je me suis dit, nous allons donner des financements aux élèves et étudiants. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, vous avez des enfants, surtout à la cité, qui sont hyper intelligents, mais qui n'ont pas de quoi payer les études. Et si vous leur payez les études, ils vont se donner. Et parfois, vous allez même à la cité, il n'y a pas d'électricité, vous allez voir un enfant, il va allumer une torche, il va étudier. Pourquoi? Il y a cette volonté, mais il n'y a pas d'argent pour payer les études. On s'est dit, ok, nous allons lancer ce programme des élites de demain. Nous allons sélectionner les meilleurs étudiants dans chaque école. Toutes les écoles confondues, toutes les couches sociales, et les meilleurs, nous allons leur payer les études. Nous allons leur permettre de devenir des élites de demain. Parce que si vous aidez quelqu'un, vous êtes sûr qu'il va aider l'autre personne. Mais si vous passez votre temps à donner de l'argent, vous ne pouvez pas aider. Et il faut créer cette vision communautaire. Parce que je suis congolaise et je suis fière d'être congolaise. Mais une chose qui me fait beaucoup mal, c'est parce que je trouve que le Congolais n'est pas communautaire. Le Congolais ne veut pas aider son prochain. Le Congolais va dire pourquoi lui, pourquoi pas moi et tout. Et donc je me suis dit, mais si nous apprenons la culture d'aide, vous poussez l'autre à aider son frère, à payer ses études, ça veut dire que vous êtes en train de créer une génération de personnes intègres et une génération de personnes qui ont la main sur le cœur. Parce que si demain, un orphelin, quelqu'un paye ses études, va se dire, moi j'ai eu la chance d'arriver là, ça veut dire que je dois faire la même chose. Et vous êtes en train, au fur et à mesure, vous êtes en train de former des élites parce que vous êtes en train de s'aimer une graine, même si aujourd'hui vous ne récoltez pas, d'autres personnes vont le récolter parce que vous avez
va payer les études de ces étudiants, on va les sélectionner les meilleurs, leur donner, et certaines pourront étudier ici, mais d'autres, parce qu'aujourd'hui, par rapport au programme des élites de demain, nous avons un partenariat avec l'Université Xavier, où j'ai fait ma formation, qui donne au fait des bourses d'études. Ça, c'est pour la section MBA, c'est-à-dire un étudiant qui distingue à l'université qui veut faire un 3e cycle, on a la possibilité de lui trouver des financements pour aller parfaire ses études à l'étranger. Et au niveau de la Corée aussi, j'étais à Séoul au mois de novembre, on a signé un partenariat où, au fait, chaque année, on peut envoyer 5 étudiants, mais là, c'est dans le domaine du stylisme. Parce qu'une fois de plus, on s'est dit, bon, dans le stylisme, on nous appelle, oui, c'est le pays de la sable et tout, mais bon, on n'a pas de grands stylistes africains. Ailleurs, vous entendez Pateo, il a amené Mandela, vous attendez des grands, on va parler plus des musiciens, il n'y a aucun styliste. Si vous en connaissez, donnez-moi, moi, j'en connais pas. Il y a toujours des petits et tout, mais il n'y a personne qu'on va apprendre, comme aujourd'hui, Oswald Botel, qui est le plus grand. C'est un Ghanéen, mais qui fait des grands succès, qui a même des Will Smith et des grandes stars. Alors pourquoi pas au Congo? On a le potentiel, mais on ne donne pas les moyens aux Congolais, et les moyens commencent par l'éducation. Et les élites de demain, c'est investir dans la jeunesse, dans l'éducation, pour pouvoir créer des leaders, de vrais leaders, des leaders qui ne seront pas égoïstes. Parce que le problème qu'on a chez nous, croyez-moi, que vous soyez DG, ministre, et tous les gens sont très égoïstes. C'est d'abord soi. Moi, je m'en fous, il faut qu'on me voie, il faut que je sois dans le spotlight, qu'on me voit, oui, Patricia. Mais si Patricia meurt demain, qu'est-ce qu'elle va laisser? Parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour vos enfants. Parce que vous aurez des enfants, vous aurez des petits-enfants. Il faudra aujourd'hui, quand vous prenez un petit-fils de Mandela, il va dire, mon père a fait ceci, mon grand-père, je suis l'arrière-petit-enfant de celui qui a fait qu'on arrête l'apartheid. Vous voyez, donc je pense que chacun de nous a un devoir de pouvoir s'aimer une graine, surtout dans la jeunesse. On peut dire que nous, on est un peu pourris, une façon de parler, où il y a la corruption, il y a une méchanceté, il y a beaucoup de choses tout autour de cette génération. D'autres personnes disent, d'ailleurs, je parlais avec un politicien qui disait, oh Patricia, il faut 50 ans pour changer la mentalité du Congolais. Moi, si j'aurais été le bon Dieu, j'aurais exterminé toute cette génération et faire notre personne. C'est une façon de dire que laissez tomber, vous êtes en train de perdre votre temps. Mais vous imaginez si tout le monde dit la même chose, ça veut dire qu'on n'aura personne. Il faut bien qu'on commence quelque part. Peu importe que ça soit dans 10 ans, dans 15 ans, même si ça ne serait pas mes enfants, même si ça ne serait pas mes petits-enfants, mais ça serait peut-être mes arrière-petits-enfants. Vous voyez, et chaque fois vous s'aimez sur le long terme. C'est vraiment ça l'objectif pour nous, des élites de demain, qui est même beaucoup plus grand que la microcrédit. Parce que si vous avez des élites de demain, ce sont ces élites qui vont faire des banques. Ce sont ces élites qui vont créer des grandes choses pour le Congo de demain. Mais si on disait un mot de la fin, si quelqu'un a un conseil à donner par rapport à tout votre parcours, on n'est pas entré dans tous les détails, qu'est-ce que vous diriez avant qu'on passe aux questions et réponses de la soirée? Je prends ma propre expérience. Ça a été une expérience la plus difficile de ma vie. Et je pense qu'elle est encore aussi difficile parce que, comme je dis, à chaque fois, je suis à 1/10 de là où je voudrais être. Mais il faut croire en soi, croire en ce que l'on fait, croire en son produit, surtout les entrepreneurs. Parce que la réussite, comme Churchill disait, est une succession d'échecs. On se lève, on se relève, on tombe, on retombe, on peut tomber 10 fois. Mais c'est la finalité qui doit être beaucoup plus importante que le présent. Et il faut s'accrocher, quelles que soient les difficultés. Il y aura des gens qui vont vous dire, vous n'allez pas y arriver. Je vous assure que personnellement, les gens me disaient, oh Patricia rêve trop, Patricia rêve trop. Et je rigole toujours, je dis, oui, continuez à dormir, quand vous allez vous rêver, vous allez vous comprendre que je suis le truc. C'est peut-être, d'autres personnes peuvent interpréter cela comme de la prétention, mais je ne pense pas que c'est de la prétention. En fait, c'est juste une façon de dire que, quel que soit ton rêve, tu peux y arriver, mais à condition de travailler, c'est-à-dire de travailler, parce qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et aussi, surtout, faire le sacrifice. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que vous allez devenir entrepreneur, mais entre-temps, vous voulez rouler dans la plus belle voiture, vous voulez le show-off. Non, l'entrepreneuriat veut dire c'est sacrifice. Il y a quelqu'un d'américain qui a dit l'entrepreneuriat, c'est accepter de vivre ta vie comme personne n'accepterait de le vivre, mais pour terminer ta vie comme les autres ne le feront pas. Au début, les gens vont se moquer de vous. Alors, elle prend des taxis, elle fait ceci, mais vous ne savez pas, elle a étudié. En plus, quand je prends mon expérience, et on grandit quand même dans une famille, et tout le monde disait, ah mais elle a étudié au Congo, mais elle a fait, mais nous on a fait ceci et tout. Mais aujourd'hui, la chose qui m'a le plus sauvée, qui fait que j'arrive à être conviée dans ces grands trucs, c'est parce que j'ai étudié au Congo. La chose que je pensais que c'était le handicap, pour moi, ça a été l'avantage, parce que
l'histoire parce qu'ils ont besoin d'expliquer. Vous voyez, elle a commencé petite, elle est allée. Si vous n'avez pas une histoire, ils vont se dire, oui, mais bon, d'accord. Mais le fait que chaque église, vous voyez, ça veut dire au Congo qu'il peut aussi y avoir des gens qui peuvent aller loin. Et après, en plus, l'expérience de l'Ali a fait que, après cela, j'ai été choisie quand même au G20. L'année passée, j'ai représenté même pas la RDC, mais l'Afrique à Moscou. Cette année, au mois de juillet, ça sera à Sydney, en Australie, toujours pour les G20. Ça veut dire que, et pourtant, chaque fois, je dis, quand je regarde d'où je viens, mais jamais, à la rigueur, vous aurez pris quelqu'un d'Harvard, vous aurez pris quelqu'un de Yale, ou peu importe, mais jamais quelqu'un qui sort de l'UPC et tout. Mais pourquoi? Parce que je pense que quand vous faites votre part, le bon Dieu vous ferez sa part. Ça, c'est sûr. Et on peut pas, vous ne pouvez pas être un entrepreneur sans avoir la foi. C'est la foi qui peut vous amener partout. Parce que la foi vous permet, là où les autres ne croient pas en vous, de vous de croire, de dire que non, mon Dieu, si toi tu m'as dit ça, c'est que je vais y arriver. C'est ça, en fait. L'élément clé d'un entrepreneur, c'est la foi. Et l'élément clé de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de se dire que moi, je vais croire que le Congo va changer. Chaque fois, on dit Congo, mais c'est pas possible. Le Congo va devenir l'Eldorado de demain. Quand vous voyagez, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui ont envie de venir mettre de l'argent. Ils vous appellent. Vous n'avez pas de porteur d'affaires. Nous, écoute, nous, on a l'argent. Vous ne connaissez pas les grandes affaires au Congo. On est prêt à investir. En même temps, vous dites, voilà, il s'agit quand même de mon nom. Je n'ai pas envie de m'avancer parce que vous ne connaissez pas le cœur de tout le monde. Et vous dites, bon, est-ce qu'il y a l'intégrité et tout? Raison pour laquelle on s'est dit qu'on veut former les élites. Et chacun de nous peut former les élites de demain parce qu'on est appelé à réussir. Moi, je dis toujours le Congo, c'est le pays selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu de l'Afrique. C'est vraiment, vous croyez, il est au cœur de l'Afrique. Il a toutes les potentialités, toutes les richesses. Il n'y a pas de raison, qu'on ne puisse pas y arriver. Il n'y a pas de raison que le pays ne puisse pas aller de l'avant. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de meilleures universités, que les gens quittent l'étranger pour venir ici. Si les autres viennent ici, quand vous regardez en Europe, il y a une crise financière énorme, mais tous ils viennent ici. Vous prenez même certains blancs qui étaient des nobody, aller dans leur pays, ils viennent ici, ils deviennent des chefs, ils deviennent des trucs. C'est pour ça, personnellement, je suis tellement patriote et nationaliste que je ne supporte pas qu'un étranger dise le mal du Congo. Même si je sais que le mal est là, mais jamais je vais accepter que les gens disent, ah, votre pays, je dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Entre-temps, ici, vous avez des belles voitures, vous avez des travailleurs, vous avez des chauffeurs, retournez dans votre pays, vous allez prendre vos métros. Il n'y a que nous, le Congolais, qui ne réalisent pas que vous êtes dans un pays qui est le plus grand pays, le plus beau pays. Et l'une des choses, la dernière chose, c'est cette fierté. Je peux partir au G20, rencontrer des présidents, être partout, mais ma plus grande fierté, c'est quand je rentre. Quand je débarque à l'aéroport, que je vois ma bouille, comment ça se passe, je dis ça, c'est la vraie vie. Pourquoi? Parce que je me dis, au moins ici, je sais d'où je viens, parce que je n'ai pas envie d'être l'espoir là, de croire que je suis arrivée ici. Quand j'arrive, on a demandé que quand on commence à vérifier vos bagages et que vous êtes énervé, je dis non, ça vous rappelle d'où vous venez. Et alors, ça vous garde une certaine humilité de se dire, je ne suis pas mieux que les autres, moi aussi je peux me retrouver. Chaque fois, les gens me disent, vous savez que si vous étiez aux États-Unis, vous serez vraiment loin. Je dis, ne vous en faites pas, je serai très loin, mais dans mon propre pays, ce n'est pas à l'étranger. Et ça ne m'intéresse pas. Chaque fois, quand on nous invite à l'étranger, on me dit, vous allez revenir. Je dis, mais bien sûr, qu'est-ce que je vais aller faire chez vous? Et même si à l'ambassade, ils savent que je vais revenir, c'est toujours avant de mettre le visa, madame, vous êtes sûre de revenir? Je dis non, je vais rester là-bas, mais bien sûr que je vais revenir. Et c'est la même chose aussi. Et l'expérience, les conseils que j'ai donnés à toutes les personnes qui ont été sélectionnées pour y aller, je leur dis, revenez, c'est pas la peine, soyez beaucoup plus dans le networking, parce qu'aujourd'hui, votre networking est plus important qu'être le grand PDG et tout, parce que votre networking va vous ouvrir des portes et tout. Et j'espère aussi que la SINA va pouvoir partir, parce que je l'ai quand même, je l'ai envoyé, enfin, l'avantage avec elle, ils vont faire plus de